Bonjour Sarah, bonjour David. Bonjour Bonjour Sophie. Sophie. Ça va? Ça va très bien, Ça merci. va, merci Seigneur, ça va. Du coup, aujourd'hui, on est là pour parler un petit peu de votre parcours de couple, et aider un peu les jeunes mariés, les futurs mariés, à avoir des clés pour affronter la vie à deux. Donc Sarah, je suis la femme de David, on est mariés depuis 10 ans cette année et on a 3 enfants. Voilà, donc 10 ans effectivement de mariage, de haut, de bas. Je suis fonctionnaire au sein du ministère de la Justice, mais j'occupe aussi des fonctions pastorales au sein de l'Assemblée dans laquelle je suis. Et moi, je suis entrepreneur, donc depuis quelques années, puisque quand on s'est rencontrés, j'étais contrôleuse à la SNCF. Ok. Et depuis combien de temps tu es du coup maintenant entrepreneuse? Comment t'es venue à être entrepreneuse? Alors j'ai commencé fin 2018 quand j'étais enceinte de ma deuxième fille. Il fallait que je fasse une pause avec mon ancien métier. Et du coup, j'ai commencé comme ça, tout doucement, mais c'était vraiment juste histoire d'avoir un complément de revenu pour combler la perte de salaire. Et puis en fait, progressivement, ben, c'est né la flamme d'entreprendre, d'être une vraie chef d'entreprise et pas juste d'avoir un petit à côté, mais d'avoir une vraie entreprise. Ça fait, ça fait 6 ans, mais j'ai pas démarré 6 ans, il y a 6 ans directement. D'accord. Ça a été une entrée progressive dans le monde de l'entrepreneuriat. En tout cas, moi, comment moi je l'ai vu évoluer, puisqu'elle a eu différentes phases un peu pour se tester sur différentes entreprises, ou plutôt activités. Et puis, au fil du temps, la forme est devenue de plus en plus sûre, plus ou moins établie, et ça fait peut-être 3 ans à peu près que tu es, en tout cas moi je le vois comme ça, de manière bien posée, calée sur ce qu'elle veut faire, comment elle veut le faire, et voilà. Ok, super. Est-ce que le fait de changer de profession a eu un impact sur votre relation? Ah, on rentre direct dans le vif du sujet. Oui, bah pourquoi pas, oui. 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 Alors, moi, quand elle a changé, en fait, d'activité professionnelle, faut comprendre que on s'est rencontrés en 2011-2012. Et depuis cette période-là, déjà, il y avait déjà un désamour de son premier métier. Et pendant des années, en fait, je l'ai maintenu dans cette activité. Et quand, du coup, il y a eu cette transformation, ça a été pour moi comme un, un- un bouleversement par un peu l'inconnu, un saut dans l'inconnu. Et ce saut dans l'inconnu a été pour moi une question de remise en question justement sur ce que je savais, sur ce que je maîtrisais, sur ce que je voyais, comment je voyais l'avenir. Et c'était challengeant, difficile, très difficile pour moi. Mais elle aussi, elle raconte très très bien cette partie. Mais pourquoi? 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 Parce que faut comprendre que, en tout cas dans mon profil, par rapport à comment on a abordé la phase des fiançailles, comment on a abordé la phase du mariage, comment on a abordé la phase de la projection sur la vie conjugale et sur la vie familiale, j'étais déjà dans un état d'esprit plus ou moins de stabilité professionnelle, avec des engagements, avec une carrière professionnelle qui se déroulait de manière sûre, sécure. Et l'entrepreneuriat, en fait, pour moi, était un peu une source d'instabilité. Il faut dire aussi que avant d'être dans cet état d'esprit d'emploi sûr,
J'ai traversé moi-même en fait une période où j'ai été à la tête de mon petit magasin qui a connu cette période a connu un échec. Et cet échec est venu en fait comme un moment se transposer, se projeter en fait sur Sarah, où en fait ma peur de l'échec est venue s'implanter en fait, se projeter sur elle. Je transmettais un peu ma peur alors qu'elle avait même pas encore commencé. Voilà. Ça, c'est l'analyse après coup. Mais quand on était dedans, c'est sûr qu'on ne voyait pas tout ça, en fait. On n'avait pas du tout ce recul pour dire, ah voilà, c'est sa peur de... Nan. Donc, la seule chose qu'on voyait, c'était les disputes, en fait. Parce que du coup, moi, j'essayais de développer quelque chose, je commençais à m'épanouir dans quelque chose, et en fait, lui était pas du tout un soutien, et même plutôt un frein. Donc c'était hyper compliqué parce que je me sentais pas soutenue, mais lui, il avait pas l'impression que je faisais des efforts pour la famille. Je pense qu'à ce moment-là, ça donnait plutôt l'impression que je voulais juste m'éclater moi toute seule et puis que le reste, ça me passait au-dessus de la tête et les, les soucis financiers, ça me passait au-dessus de la tête et tout ça. Ce qui n'était pas vrai parce que ça me prenait aussi la tête, mais je pense que, ouais, d'apparence, je donnais peut-être l'impression que juste je faisais un truc cool et ça me faisait du bien, quoi. Mais ça ramenait pas d'argent, en fait, au début. Donc voilà, les réalités, elles nous rattrapent vite aussi, quoi. Ok. Et toi, David, du coup, tu es pasteur. Oui. Et comment tu trouves un équilibre entre le travail, parce que du coup, tu es fonctionnaire, Oui. le travail, le service donc en tant que pasteur, le ministère, la vie de famille, voilà, tout ça. Comment tu trouves un équilibre dans ça? L'équilibre a mis presque, je dirais, facile 18 mois, 18 à 24 mois à être trouvé. Enfin, à trouver. À être plus ou moins vu. Pourquoi? C'est que, en fait, il y a eu la période où c'était tout pour le pastorat, quasiment tout pour le pastorat. Donc, dans les visites, dans l'organisation de la vie d'église, dans la projection au niveau de l'agenda, dans tout ce qui était conseil d'administration, conseil spirituel. Ça a été vraiment une période très, très, très intense au détriment, en fait, de la vie de famille. Et ce qui s'est passé concrètement, c'est il y a eu 2 alertes. La première alerte, en fait, c'est un moment où j'étais sur plein d'engagements professionnels, spirituels et personnels. Et en rentrant chez moi un soir, j'étais sur une autoroute et donc à 130 km/h et je commence à avoir des tremblements dans les jambes, des tremblements dans les bras et des tremblements au niveau de la nuque. Et je suis à 130 sur l'autoroute. Il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence, il n'y a rien en fait. Et je compte vraiment sur la grâce de Dieu pour m'empêcher de faire un accident. Je sens que en fait, je commence à perdre le contrôle de la voiture. Donc je suis là dans ma voiture, je mets la louange à fond, je prie, je parle en langue. Il n'y a rien en fait. Il n'y a rien qui se passe. Alors, il n'y a rien qui se passe en fait. Et Dieu a fait grâce. Il était 19h. Quand à ce moment-là, 19h, je devais rentrer chez moi vers 1h du matin. J'avais le choix entre continuer ou m'arrêter. Et je me suis arrêté sur une bande d'arrêt d'urgence. Et j'ai fini la nuit à l'hôpital. En rentrant, donc je suis retourné là où j'étais. Et c'était la première alerte. Le Seigneur m'a saisi par rapport à ça en me disant, mais là, tu vas trop loin. Tu vas trop loin, tu manques d'équilibre, justement. La deuxième alerte, ça a été un soir où Sarah, en gros, ça n'allait pas trop. Pas par rapport à elle, mais par rapport à l'ensemble de ce qu'on vivait. Et on a pris un agenda. On a pris un agenda sur une semaine. C'était un début de semaine, je crois que ça s'est fait. Et on regardait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à dimanche. Et tous les jours de la semaine, il y avait le travail. Et tous les soirs, il y avait des engagements spirituels. En fait. Et là, on se dit, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Et c'est elle qui m'a dit ça, en fait. Et c'est là où, effectivement, j'ai vu qu'il y avait un problème parce que ma famille commençait
à passer en second plan, puisque forcément, il faut travailler, il faut ramener de l'argent, l'église, il faut s'occuper de l'église. Donc, s'il y a, dans les trois, il y a quelque chose qui en pâtit, c'est la famille. Et là, vraiment, à partir de là, il a fallu prendre des engagements donc concis, précis. Je dirais que la première étape, ça a été de définir des soirées famille. Ça a été de définir des soirées famille, des soirées off et des soirées couple. Au moins 1 à 2 soirées couple par semaine, histoire de se retrouver, de discuter, d'échanger, de prier, de parler, de passer du temps en amoureux, passer du temps sur le canapé, voilà, de ne rien faire, même des fois de ne rien faire, et puis aussi, bien sûr, la prière, la lecture de la parole, mais juste aussi parfois savoir ne rien faire, accepter de ne rien faire, ce qui n'est pas toujours facile. C'est sûr. Et toi, Sarah, du coup, comment tu as vécu cette période-là? Ben, dans le feu du quotidien, en fait, on voit pas, enfin, je sais pas comment dire, on enchaîne les journées, on enchaîne ce qu'il y a à faire, et c'est au bout d'un certain temps, en fait, qu'on se rend compte que, en fait, c'est lourd, là, tout ce que je suis en train de porter toute seule, c'est lourd, et puis, ouais, je crois que d'avoir appris à être à l'écoute de mon corps et de mes émotions, c'est ce qui a permis que cet équilibre ne mette que 18 mois à arriver. Parce que je sais qu'il y en a d'autres qui mettent beaucoup plus d'années, voire ne trouvent jamais cet équilibre. Et nous, on a cette grâce de l'avoir trouvé. Donc, même si c'est toujours un travail permanent à maintenir. Mais ouais, c'est parce que du coup, j'ai pu entendre que en moi, tout criait ça va pas, en fait. Que du coup, on a pu se poser, discuter et se dire les vraies choses. Donc là, je dirais 2 clés, s'écouter soi-même et communiquer. Ah, d'accord. C'est important de s'écouter soi-même. C'est important de s'écouter soi-même. Et c'est important d'écouter l'autre. Juste, ça me fait penser à ça. C'est écouter l'autre, en fait. Parce que quand on est dans notre propre vie, on voit pas forcément ce qu'on dégage, en fait. C'est l'autre qui permet de bien comprendre, en fait, comment nous, on vit. Et c'est Sarah qui, justement, a amené... Parce que quand on est dans le tunnel, en fait, le tunnel du pastorat, le tunnel du travail, le tunnel de la famille, on voit pas, en fait, qu'on va dans un mur. Parce qu'on veut tout réussir. C'est l'autre, le conjoint, qui a cette clé sur nos vies pour justement venir et bousculer tout ça, faire des remises en question. Et elle a su trouver les mots pour m'ouvrir les yeux sur les dangers, en fait, que j'encourais. Et ça, c'est... Merci. Merci. Avec plaisir. On va continuer. David, quand Sarah a décidé de commencer l'entrepreneuriat, Oui. qu'est-ce que toi tu as mis en place concrètement pour accepter, pour l'épauler, pour être... Ok. Alors en fait, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu la première étape, ça a été financier, que du financier. C'était comme je savais que moi ça résonnait en mode plus de salaire dans son ancien travail. Donc ça veut dire que moi je dois faire ce qu'il faut pour combler le trou. Genre en faire plus, quoi. Ouais, grave, en faire plus. Donc c'était plus de nuits, plus de week-ends, plus de jours fériés, donc moins de présence dans la famille et tout ce qui s'ensuit. Et tout de suite, j'ai eu madame, non, alerte rouge, c'est pas la bonne solution. Mais moi, j'étais vraiment dans mon tunnel. L'homme pourvoit aux besoins de son foyer. Et si du coup, il y a ce chemin qui est pris par l'un des deux, mais il faut que l'autre fasse ce qu'il faut en matière d'effort. Et en fait, le Seigneur n'a pas permis que ça aille jusque-là. Merci à lui. Parce que sinon, je pense que ça aurait été encore plus difficile. Mais c'est pas pour autant que j'étais sur la bonne voie. Après cette phase-là, c'était une phase je dirais plus de compromis. Ok pour que tu puisses te lancer dans l'entrepreneuriat, mais par contre,
ne te désengage pas complètement de la SNCF. Ça veut dire essayer de trouver un mi-temps, essayer même à 80% et tout. Donc, elle a essayé. Elle a essayé. Et c'est là où moi, je te le dis encore une fois. Merci. Parce qu'elle a essayé, en fait. Ça n'a pas été une transition brutale. Mais le fait d'essayer n'a pas amené la réussite que j'espérais, au sens où, en fait, elle était frustrée de ne faire que, entre guillemets, on va dire comme ça, 20-30% de son temps sur l'entrepreneuriat. Et donc, forcément, il n'y avait pas de résultat, puisqu'il n'y avait pas assez de temps donné à l'entrepreneur. Donc, c'était repousser le départ. Et vraiment, le moment où il y a eu un switch, il y a eu un changement, c'est un jour où je crois que tu étais au travail, les enfants étaient couchés, je suis dans la chambre et je prends un temps de prière et je suis saisi par l'esprit qui me dit mais en fait, tu es en train d'empêcher la manifestation de ce que j'appelle Sarah à être. Ton attitude empêche son arrivée et sa manifestation. Et là, vraiment, moi, ça a cassé le mur de mon incrédulité et j'ai compris, en fait, parce que la deuxième pensée, c'était, je suis le pharaon qui empêche Sarah de quitter l'Égypte. Et donc, tant que je retiens Sarah en tant que pharaon, je ne peux pas, elle va pas devenir ce qu'elle est appelée à être. Et là, quand j'ai réalisé ça, en fait, la troisième partie, ça a été au tribunal de Christ, quand j'aurai des comptes à rendre, en fait, cette pensée d'être le pharaon me reviendra et en mode, tu as eu cette pensée-là, pour autant tu l'as gardée encore, parce que comme elle était dans la soumission, tant qu'elle n'avait pas mon feu vert, en fait, elle aurait continué à travailler à la SNCF, par soumission, par dévouement, et pour ne pas briser la cellule familiale. Et c'est vraiment ce soir-là qui a été, je dirais, le changement radical, en fait. Mais malgré ça, et je suis honnête, je ne lui ai pas dit tout de suite que j'avais vécu ce temps-là avec Dieu. T'étais pharaon. Voilà. Je ne lui ai pas dit tout de suite, en fait. Je crois que j'ai mis facile 2 semaines. Parce que personnellement... Ça va encore. Parce que personnellement, à la fin de ce temps avec Dieu, en fait, il était clair que la prochaine étape pour moi, c'était de lui dire, chérie, tu peux démissionner. Et j'ai mis 2 semaines à lui dire que j'avais vécu ce temps-là avec le Seigneur. Et quand je lui ai dit ça, vraiment, c'était limite, tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je brûlais dans mon iniquité. Je brûlais dans mon iniquité. Mais Seigneur, tu es venu, tu as percé la muraille. Et quand je lui ai dit ça, en fait, elle était limite... c'est toi qui raconte bien cette partie. Parce que moi, j'ai mes mots, mais c'est elle qui l'a vécu. Donc, vas-y. Le soir où je suis venu et je t'ai dit, chérie, tu peux démissionner, comment tu l'as vécu? Ah. Et là, tu penses à vice-versa à l'intérieur de toi. Moi, je sais comment elle l'a vécu. Je pourrais le raconter, mais c'est... Non, vas-y, raconte. J'étais choquée parce que ça faisait tellement d'années que je lui disais que je voulais partir que du coup, j'arrivais plus à comprendre. On avait le compromis du coup qu'on avait trouvé justement avec les personnes qui nous accompagnaient. C'était que je reprenais la SNCF un certain temps, le temps de renflouer les caisses, de reprendre un peu l'équilibre, de développer l'entreprise, et puis quand l'entreprise ferait du chiffre, de demander un temps partiel et de quitter progressivement en fait comme ça. Et là, je faisais toujours 0 € de chiffre d'affaires. Mon mari vient et me dit, tu peux démissionner. J'étais choquée. Surtout qu'il ne voulait pas que je démissionne. C'était, tu pourras quitter, mais tu vas négocier une rupture conventionnelle, blablabla. Et là, il me dit, tu
peux démissionner. Mais ouais, j'ai eu du mal à comprendre. Donc au début, je voulais vraiment être sûre qu'il me disait pas ça parce que j'étais malheureuse de ma journée ou je sais pas quoi, mais que c'était une vraie décision que lui, il avait prise, enfin une vraie conviction qu'il avait pour pas qu'un jour il me reproche d'être partie en fait. Et quand il m'a raconté tout ça, donc j'ai compris que c'était une vraie conviction. Donc là, du coup, la responsabilité elle est revenue sur moi de démissionner, parce qu'avant c'était sa responsabilité, hein, c'était à cause de lui que je pouvais pas partir en fait. Et là, du coup, ça revenait sur moi. Et j'ai mis plusieurs semaines avant de démissionner, alors que ça faisait 7 ans que je le saoulais pour partir. J'ai mis plusieurs semaines avant d'écrire cette lettre parce que j'étais en panique, en fait. J'ai eu un moment de panique là, ça va être irréversible, en fait. Je vais démissionner, j'aurai aucune aide, j'aurai pas de pôle emploi, j'aurai rien. Et mon entreprise fait toujours 0 € de chiffre d'affaires. Et finalement, est-ce que c'est vraiment ça la volonté de Dieu? Et comment on va faire? Et on va retomber dans les galères financières alors qu'on sortait à peine la tête de l'eau. Enfin bref, tout est arrivé, quoi. Et puis le Saint-Esprit m'a aussi convaincue qu'il fallait que je le fasse et que ce qu'il avait prévu pour moi, ça allait bien au-delà de ce que je pouvais imaginer. Donc voilà, j'ai osé braver ma peur. Ouais. Écrire cette lettre et puis sortir d'Égypte. Mais juste pour terminer, c'est pas parce qu'elle a démissionné que du coup ça a été plus facile. C'est encore une fois la difficulté, c'est que derrière, il a fallu refuser de revenir en Égypte. Personnellement, au sens où elle est sortie. Tu lui as dit, mais maintenant, il faut éviter le discours culpabilisant en mode c'est à cause de toi si on vit ces galères, si on n'a pas l'argent, si on est dans le rouge. Et devenir le peuple d'Israël, quoi. Voilà. Il fallait refuser cette mentalité culpabilisante en mode on avait la viande, on avait le vin coulait à flot. Et maintenant, on a juste la caille, la manne. Encore, il n'y a même pas ça. La manne de tous les jours et tout. Enfin, limite, t'en as assez. C'est comme si maintenant, on vient et puis tous les soirs, tu manges des pâtes et puis des pâtes, quoi. Tu vois, moi, voilà. Ben non, en fait. Merci Seigneur pour les pâtes. Merci Seigneur pour les pâtes. Et donc, c'était un cheminement constant pendant les premières années pour sortir et accepter définitivement, même après la démission, du fait que elle est plus dans cet état d'employé, elle ne le sera plus, et ça sert à rien, toi, de venir et de la culpabiliser, et ça sert à rien peut-être par mon attitude, par le fait peut-être de montrer les comptes bancaires, de montrer l'épargne qui descend, de montrer les choses qu'on aurait pu faire si elle était restée, de venir et de montrer les besoins de la famille, comme si c'était les besoins de la famille, c'était de sa faute si elle n'arrivait plus, si on n'arrivait plus à vivre comme avant. Et non, c'est tout ça en fait. Et accepter le changement de vie. J'ai eu du mal à accepter le changement de vie. C'est quoi le changement de vie? Avant, on partait très souvent en week-end parce qu'elle avait du coup des avantages sociaux, le train gratuit, et on partait très souvent au week-end, on allait très souvent au restaurant, on avait des hôtels à moitié prix, puisque du coup, on avait la possibilité de dormir dans les hôtels où elle travaillait, et du coup, tous ces avantages-là sont partis. Et du coup, ça a été vraiment psychologiquement et spirituellement un travail que Dieu m'a aidé à faire sur moi-même pour me dire, ne va plus chercher à vivre ce que tu as vécu parce que ce temps-là est terminé. Tu as accepté de sacrifier ton confort et tes petits plaisirs. Voilà. Pour que je puisse rentrer dans mon appel. C'est ça. C'est beau. Et moi, j'aime les restaurants. Moi, j'aime partir en week-end. J'ai accepté de ne plus vivre ces temps-là. De ne plus vivre, en fait, cet état d'esprit où je suis à la recherche du passé, en voulant le mettre dans le présent, en fait. Parce que le passé, c'est passé. C'est passé.
Et c'est pas facile. Mm. Et une chose aussi qu'il a faite, alors, par rapport à ta question, c'était pas dans les débuts, du coup, de quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, mais ce qu'il a fait pour montrer son soutien, et ce que moi aussi j'ai fait, du coup, c'est qu'il s'est plus intéressé à ce que je faisais. Et au lieu de voir que l'aspect financier, il a commencé à me poser des questions sur concrètement comment ça marche, etc. Et moi, du coup, j'ai décidé de plus l'impliquer et de lui dire plus de choses. Parce qu'en vrai, avant, je lui disais pas tant de choses que ça. Mm. Et donc là, j'ai commencé à ce moment-là à lui expliquer concrètement comment ça marche, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que le Saint-Esprit me pousse à faire à ce moment-là. Bref, à lui partager plein de choses comme ça. Et j'ai aussi pris la décision de l'impliquer dans mes décisions financières d'entreprise. Parce qu'avant, je faisais les choses moi toute seule sans le consulter sous prétexte que c'était mon entreprise. Sauf que la réalité, c'est que ça impactait notre vie de famille à tous. Oui. Et donc, j'ai décidé de l'impliquer dans les finances de l'entreprise. Enfin, de l'impliquer officieusement, hein, c'est-à-dire que juste en discutant, quoi, pas forcément sur des papiers, mais voilà, qu'il y avait plus de grosses dépenses, de gros investissements comme j'avais pu faire autrefois, sans qu'on y ait réfléchi tous les deux. Mm. Et c'est là que notre complémentarité, que je voyais avant comme nos différences, c'est là que ça entre en jeu parce que du coup, moi, je vais m'enflammer pour un truc et en fait, je vais aller chercher son côté pragmatique pour réfléchir en fait à est-ce que c'est un bon investissement ou pas, ou est-ce que justement, ça me ferait juste perdre de l'argent et puis ça sert à rien. Et voilà, avant, il me manquait cette réflexion-là. Donc ouais, c'est comme ça que on a réussi à se trouver et se soutenir dans nos différentes voies. Ouais. Est-ce que cette idée de devenir entrepreneur t'es venue depuis longtemps en termes, même avant le mariage, c'est ce que je veux dire, ou c'est une conviction que tu as reçue du Saint-Esprit, de Dieu? Je crois que ça a toujours été en moi, cette fibre entrepreneuriale. J'ai toujours aimé, du coup, être indépendante. Je me suis jamais sentie à ma place dans le moule du salariat. Et du coup, j'avais déjà eu une expérience dans l'entrepreneuriat avant d'être employée. Et ça s'était très, très, très mal passé. Donc, j'avais une grosse, grosse blessure et j'avais déjà eu beaucoup de dettes à cette époque-là. Donc, c'était aussi pour ça que je m'étais rangée à la SNCF. Et puis après, il s'est passé plusieurs années pendant lesquelles j'ai écoulé mes dettes et pendant lesquelles le Saint-Esprit m'a restaurée. Et quand en 2018, j'en pouvais plus, il fallait absolument que je fasse une pause parce que la deuxième fille allait arriver et que je voulais plus de temps avec la famille et tout ça, il y a comme une petite mèche qui s'est rallumée. Et j'ai commencé en tant que vendeuse à domicile parce que c'est ce qui est permis pendant le congé parental et c'était pour faire un petit complément et tout. Et puis en fait, là, au fur et à mesure, il y a vraiment un truc qui s'est vraiment, vraiment rallumé. Là, c'était pas juste une petite mèche, c'était quelque chose de profond, d'enflammé. Mais c'est venu me chercher en fait, c'est venu faire remonter à la surface toutes mes blessures, toutes mes peurs, tout ce qui s'était mal passé avant et tout. Et donc le Seigneur a profité de ces moments pour me guérir, pour venir tout travailler. Et j'étais convaincue que à ce moment-là, c'était ce que je devais faire. Et oui, David a été, David a été un frein à cette conviction parce que du coup, comme il me soutenait pas et que je me questionnais beaucoup sur, mais du coup, si je dois être une femme soumise et que mon mari il me soutient pas, est-ce que ça veut dire que je suis rebelle? Est-ce que voilà? Et donc, du coup, je me disais que c'était peut-être moi qui m'étais trompée. Enfin bref, c'était assez compliqué. Et en même temps, au fond de moi, j'étais absolument convaincue que Dieu est en train de faire quelque chose pour moi dans l'entrepreneuriat. Et progressivement, du coup, j'ai commencé à passer plus de temps
à coacher les femmes que je voyais en rendez-vous plutôt qu'à leur vendre des trucs. Donc, je me suis lancée dans l'accompagnement. J'ai commencé à faire du coaching et là, en fait, j'avais prié et j'avais reçu vraiment, c'était clair, un programme complet qui était inspiré. Donc, pour moi, c'était sûr que ça venait de Dieu. Et puis, ça a duré 1 an et demi où, en fait, j'ai ramé, en fait, pour me faire connaître, pour essayer de trouver des clientes, pour gagner de l'argent, etc. Puis, il n'y avait rien qui arrivait. Et en fait, pendant toute cette période, j'avais tout le temps cette pensée, est-ce que tu es sûr que ça devait être une entreprise? Est-ce que tu es sûr que ça devait être une entreprise? En fait, c'était horrible. Ouais. C'était horrible. Accompagnée de monsieur qui ne me soutenait pas à ce moment-là. Et ouais, voilà. Du coup, c'était compliqué à la fois d'avoir au fond de moi une conviction que oui, je devais le faire, et à côté plein de choses qui me disaient que peut-être que je me suis trompée, parce qu'en plus je gagnais pas d'argent, quoi. Donc ouais, c'était compliqué. Et puis en l'été 2022, j'ai commencé à faire de la communication pour les entrepreneurs et tout ça. Et puis c'est à ce moment-là que là, par contre, c'était clairement de Dieu. Donc, été 2022, donc là, on était réconciliés, tout ça. Oui. J'avais démissionné de la SNCF. Oui. Et je pense que ça a beaucoup joué d'ailleurs pour Oui. que Dieu puisse enfin dire clairement qu'est-ce que je devais faire. Et là, les convictions, elles étaient plus que claires que c'était là que je devais être, c'était ce métier que je devais faire. Donc maintenant, j'accompagne les entrepreneuses chrétiennes dans leur communication, dans leur développement de business, pour qu'elles utilisent tout le potentiel que Dieu a mis en elles pour le projet qu'elles ont à cœur. Et là, je suis vraiment convaincue d'être à ma place. Et puis après, toutes les portes se sont ouvertes. J'ai commencé à enfin faire du chiffre d'affaires. J'ai commencé à avoir voilà, plein de belles opportunités. Et puis là, voilà, on est convaincus tous les deux, je pense, maintenant. Il n'y a plus que moi qui suis convaincue. On est convaincus tous les deux. Voilà. On est convaincus tous les deux et on continue de l'être, malgré tout, malgré parfois des moments plus difficiles. Mais on est convaincus que c'est le bon choix, c'est la bonne décision et c'est le bon chemin. L'entrepreneuriat fait partie de nos vies, c'est comme ça va rester comme ça. Que ce soit pour comment moi je la décris dans mon entourage professionnel, dans mon entourage pastoral, dans mon entourage autre tout court, c'est l'entrepreneuriat. J'évoque que très peu au final la partie SNCF, ou alors succinctement c'est le passé. Ça fait partie de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a connu, mais oui, après voilà, ou alors pour expliquer la transition, pour encourager les gens qui veulent justement faire cette phase-là, faire cette transition-là entre le fait d'être employé pour devenir son propre patron. Mais aujourd'hui, voilà, c'est comme ça. Il y a un appel pastoral, il y a un appel entrepreneurial, et puis entre deux, il y a les enfants, et voilà. Et au-dessus, il y a à côté, il y a le Seigneur, il y a le Saint-Esprit. Au-dessus, à côté, au milieu, au-dessus, à l'intérieur. à côté, au milieu. Il y a partout. Il est partout, il est devant. Voilà, exactement, voilà. Là, on va parler un petit peu de votre relation donc à deux. Donc, un auteur, Gary Chapman, a écrit un livre, Les 5 langages de l'amour. Est-ce que vous connaissez donc le langage, votre propre langage et le langage de l'autre? Moi, je connais le sien, service rendu, et les temps de qualité, et même les paroles valorisantes aussi. J'allais dire, en fait, j'ai beaucoup aimé ce livre, ça m'a beaucoup éclairé sur plein de trucs, mais je trouve qu'on peut pas se ranger dans un des langages, en fait. Et que je trouve que le challenge dans le mariage, c'est plutôt de surfer pour toujours trouver quel langage je dois parler en ce moment à l'autre, ou quel langage j'ai besoin d'entendre. Parce que j'ai eu une période où c'était très clair pour moi que mon langage, c'était les services rendus, mais j'ai eu une autre période où mon langage, c'était les paroles valorisantes. Et voilà, c'est évident qu'il y a des... Et les temps de qualité. Voilà, mais c'est pour ça que je dis, en fait, on ne peut pas vraiment se ranger dans un ou deux, parce que j'ai besoin des 5, et tu as besoin des 5,
Je pense qu'on a tous besoin des 5. Il y en a peut-être qui sont un peu moins présents. Donc, par exemple, moi, pas avoir de cadeau, je m'en fiche, en fait. J'ai pas besoin qu'on m'offre un truc, bon, mon anniversaire, Noël, tout ça, peut-être. Mais, mais le reste de l'année, j'en ai pas besoin, alors qu'il y a des personnes qui en auraient besoin. Mais je crois qu'il y a quand même des périodes, en fait, de nos vies où, voilà, si par exemple la période est un petit peu plus difficile, il faut savoir parler le langage des paroles valorisantes. Quand ça va, on en a peut-être un peu moins besoin. Et puis, il y a des moments où le toucher, ça va être plus important que d'autres moments. Enfin, je sais pas. C'est mon avis. Je dis pas que j'ai raison, mais mon avis, en tout cas, c'est que ça ne peut pas se ranger dans une des cases. Et puis dans les temps de qualité, dans une semaine où ça va à 100 à l'heure parce que on se lève très tôt, on se couche très tard, savoir trouver des temps de qualité pour être présent avec l'autre, c'est hyper important. Justement de savoir se sacrifier ou de coordonner les agendas de façon à pouvoir trouver et instaurer et maintenir justement des temps de qualité, loin de tout ce qui va justement parfois polluer, parfois occuper l'esprit. Ça a son pesant d'or et ça permet justement de faire des points des points d'étape sur les objectifs, de régler des conflits, d'apprécier la présence de l'autre, d'être à l'écoute de l'autre en fait. Voilà. Je pense qu'en fait, ils sont tous importants. Ça me paraît compliqué de bâtir un mariage solide et heureux si on n'utilise jamais le langage des paroles valorisantes ou si on n'utilise jamais le langage des services rendus. Enfin, je pense qu'ils sont tous hyper importants en fait pour que la relation puisse durer, et le tout c'est de savoir à quel moment je dois l'utiliser. Est-ce que du coup c'est pour toi ou pour l'autre? Dans les deux cas, savoir de quoi j'ai besoin en ce moment, quel langage j'ai besoin qu'il me parle en ce moment, mais aussi quel langage il a besoin que je lui parle en ce moment. Et c'est même au-delà de ça, apprendre à discerner, parfois avant que l'autre ait exprimé ses besoins, garder un œil attentif pour comprendre comment l'autre veut qu'on soit. Et là, c'est parfois assez difficile parce que justement, ça nécessite que je sorte de ma propre vie, de mes besoins personnels pour voir comment Sarah veut que je sois en fait. Par exemple, je rentre du travail, moi j'ai vécu une journée, c'était génial parce que professionnellement, spirituellement, ça roule. Je rentre chez moi, mais je trouve Sarah dépitée parce que professionnellement, elle, c'était pourri. Avec les enfants, c'était compliqué. Et justement, savoir que là, à ce moment-là, elle a besoin que je prenne un temps de qualité avec elle. Et c'est pas toujours possible tout de suite parce qu'il y a aussi des agendas qui vont très tard le soir avec des Zooms, des entretiens, des appels téléphoniques. Mais si c'est pas possible sur l'instant, l'idéal, quand même, c'est d'arriver à trouver un moment où je viens et je lui dis comment ça va. C'est pas toujours facile. J'ai pas toujours réussi. Mais en tout cas, on essaie de tendre vers cet objectif-là, quoi. Quelles sont les valeurs qui définissent votre couple? Wow. La parole. La parole? Le fait de parler. Communiquer. Ouais. D'accord. Le fait de parler. Il faut savoir que moi, j'étais, depuis le départ, quand il y a eu des moments compliqués, je voulais toujours parler tout de suite, aborder le problème tout de suite. Et ça, c'était ma valeur. Et Sarah n'était pas dans cet état d'esprit de parler parce que par peur que les mots dépassent la pensée ou par peur que la pensée traduite en mots ne soit blessante. Et du coup, il a fallu justement faire des compromis. Et moi, j'ai accepté. Ça a mis du temps quand même. Ça a mis des années. Mais j'ai fini par accepter qu'elle était comme ça
elle a fini par accepter que j'étais comme ça et on a fait un pas vers l'autre. Donc, moi, je dirais quand même, ouais, la communication. Ouais, la communication. Et même si, du coup, moi, je vais pas forcément parler tout de suite, parce que je suis trop prise dans mes émotions et que, comme il dit, je voudrais pas que ça dépasse, mes mots dépassent mes pensées. Je mets quand même un point d'honneur à ce qu'on discute après coup et qu'on parle très clairement et très ouvertement de ce qui s'est passé, et posément. Mais ça, c'est vraiment le Saint-Esprit qui a amené ça en moi. Parce que du coup, avant, j'étais quelqu'un de colérique et donc j'étais pas capable, en fait, d'avoir ces discussions sans m'énerver. Donc, je voulais parler, mais en vrai, j'allais toujours m'énerver. Lui disait, mais c'est pas une dispute, moi je me dispute pas avec toi. Je dis, bah moi je me dispute avec toi. C'est ça C'était ça. notre communication avant. C'est exactement ça, c'était bien en fait. Et aujourd'hui, c'est comment? Donc aujourd'hui, c'est apaisé. Ouais, c'est apaisé, ouais. En fait, elle a fini par comprendre que même si la discussion peut être compliquée, que je suis pas forcément énervé. Et que je vais parler, je vais dire ce que je pense, mais je serai pas forcément énervé. Et alors qu'avant, c'était pas le cas. Et là, ça va. Et j'ai appris aussi, vraiment avec le Saint-Esprit, à parler avec calme, à dire les choses sincèrement, et aussi à chercher plus loin que juste la blessure vive, en fait. Parce que c'est ça la colère, en fait, c'est que finalement, on traite que de la blessure vive de ce qui est en train de brûler, quoi. Ce qui est en surface, du coup. Ce qui est en surface. Et du coup, j'ai appris à regarder plus loin que ça et à chercher justement pourquoi ça fait mal et pourquoi ça me met en colère à ce point-là, et voilà, pourquoi ça a créé un conflit entre nous, et de cette façon-là, en fait, on arrive du coup à avoir une communication plus saine. Mais oui, de base, on avait déjà quand même cette valeur importante de la communication. Ouais. Et la communication supposait aussi qu'on fasse l'effort de ne pas penser à la place de l'autre et de ne pas baser nos réactions sur les réactions passées. Je prends un cas concret. Sarah, au début, effectivement, a pu avoir, et moi aussi, on a commis des erreurs. Et du coup, ces erreurs sont venues influer sur le cours de l'histoire, le cours du couple. Et quand arrivent des moments où on discute, parfois quand c'est des discussions basiques ou des discussions qui peuvent être un peu plus houleuses, c'est déjà arrivé qu'on en vienne à penser et à avoir des réactions basées sur les erreurs de l'autre. Et ça parasitait, mais grave en fait, comment on pouvait gérer la situation, puisqu'on ne la gérait pas sur le présent, mais on la gérait basée sur du passé, parfois d'il y a 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans passés. Et c'est vraiment le fruit du Saint-Esprit, l'œuvre du Seigneur qui vient et qui emmène vraiment, moi je le traduirais par ces mots-là, le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence basé sur le fait de se dire, ce n'est pas ce qui s'est passé dans le passé qui doit gérer et influer ton présent, mais comment maintenant, au stade où tu en es spirituellement, tu as appris à le gérer. Et ça veut dire que le pardon doit être efficace, le souvenir doit être oublié, et la situation présente, c'est gérer avec le Saint-Esprit et non plus gérer comment toi tu l'as vécu dans le passé. Mais ça, c'est aussi un fruit du travail. C'est clair, parce que ça ne devient pas une évidence, et encore aujourd'hui, on réagit d'abord avec la colère, avec l'émotion présente, et ça demande toujours de faire l'effort de se dire, ok, je me laisse pas déborder par ce que je ressens maintenant, je me pose, je respire, je demande à Dieu aussi de me montrer des choses que je vois pas, et puis je réfléchis à pourquoi je ressens ça. Ouais. Et comme tu dis, c'est aussi en réfléchissant comme ça qu'on se rend compte que, ah bah oui, mais en fait, je réfléchis comme ça parce qu'il y a 7 ans, tu avais fait ça, et là, on se dit, mais en fait, c'est ridicule parce qu'aujourd'hui, tu le ferais plus. Non. Avec la maturation, la maturité. Avec la maturité du couple, mais aussi de notre vie avec le Saint-Esprit, quoi.
Donc, on s'éloigne un peu de la question des valeurs, mais Ah non, on a bien développé. on développe On bien a, la on a communication. vraiment bien développé la communication. Dans les valeurs, je dirais qu'on a aussi la famille. Et c'est pour ça, du coup, qu'on met vraiment un point d'honneur à ce que ce soit le ministère ou le travail, ça ne vienne pas déborder et nous manger du temps avec la famille, nous manger des temps qu'on devrait passer avec les enfants. C'est ça. Et ça veut dire que, bah, par exemple, s'il doit y avoir des temps, comment dire, si la journée elle est prévue pour durer je sais pas, de 7 heures du matin jusqu'à 20 heures, et que bah, moi j'ai envie d'avoir un temps personnel, ben, j'essaie de me lever avant la famille pour avoir ce temps personnel, pour pas que ce temps personnel soit pris sur le temps de la famille. Mm. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours gagné, mais en tout cas, voilà, ça veut dire concrètement, ben, je peux essayer de me lever à 5h30 le matin, 6h le matin, et ça me permet justement d'avoir ce temps-là, parce que je suis quelqu'un, j'aime bien prendre mon café tranquille aussi, j'avoue, mon petit bol de céréales le matin, mais justement parce que je sais que j'ai ce besoin-là, et parce que je sais que la famille a besoin de ce temps-là, j'essaie de prendre mon temps personnel avant le temps familial. Ou alors, si j'y arrive pas avant, de le prendre après le temps familial. Mm. Voilà. Et je pense que cette valeur, c'est aussi ce qui nous a tenus dans les moments où c'était difficile. Donc, tout à l'heure, on parlait de quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat et en fait, ce qui m'animait, moi, c'était que je voulais être présente pour les enfants. Je voulais être plus à la maison et OK, j'aimais pas mon métier, mais il y avait aussi le fait que, voilà, je voulais qu'on ait une vie familiale plus stable. Et on était tous les 2 à l'époque en horaire décalé, donc c'était vraiment compliqué avec les Ouais. dimanches, les nuits, les jours fériés, Ouais. et tous les 2, quoi. Donc, je voulais que quelque chose devienne plus stable, je voulais être présente, je voulais pas devoir tout le temps réveiller mes enfants à 4 heures du mat pour les déposer chez la nounou. C'était pas possible pour moi. Et donc après, on a eu les gros conflits liés au changement de vie pro, d'orientation et tout ça. Et pareil, ce qui nous a tenus, c'était la famille parce qu'on voulait pas, on voulait pas que les enfants en pâtissent, même si ils ont quand même assisté à certaines disputes. Et ouais, c'était les enfants, quoi. Et par rapport justement à tout ce qui est pastorat, là, c'est encore autre chose parce que justement, quand c'est l'appel au service, quand il y a un besoin, alors plus vraiment ces jours-ci parce que je fais plus vraiment autant de visites qu'avant, mais quand il y avait des besoins pour aller visiter des malades à l'hôpital, pour aller faire des entretiens pastoraux, pour aller faire du soin conjugal et que du coup, bah, c'est du temps que tu prends sur ton temps personnel, ton temps familial, parce qu'il y a toujours la vie professionnelle à côté, c'est apprendre à gérer l'importance, apprendre à prioriser. Est-ce que le besoin de visite est si important au point que ça soit fait aujourd'hui au détriment d'un temps en famille? C'est pas toujours facile d'accepter de ne pas visiter quelqu'un, mais si le fait de visiter quelqu'un doit se faire au détriment de ma famille, ben en fait, les conséquences de ce que je suis en train de semer vont être non pas vues tout de suite, mais c'est sur du long terme. Mm. Et c'est comme ça, en fait, que, bon, il y a eu des erreurs, forcément, Sophie, il y a eu des erreurs. Mais au fil du temps, j'ai fini par comprendre que, sauf si quelqu'un est vraiment malade alité en fin de vie, oui, là, forcément, il faut aller visiter la personne. Mais si c'est, je ne pourrais pas te donner d'exemple là à chaud, mais il y a forcément des trucs qu'on peut plus ou moins reporter et différer, en fait, pour ne pas perdre l'objectif de base, le premier cercle qui est la famille, quoi. Du coup, avec vos deux carrières différentes, enfin bien opposées, est-ce que vous avez des projets communs qui vous animent et vous aident à du coup je sais pas, travailler ensemble? Est-ce que vous êtes amenés à travailler ensemble? Yes, yes, yes. Alors, il y a pas longtemps, justement, je l'ai accompagné dans au forum
exposant d'entrepreneurs chrétiens. Au salon des Au entrepreneurs salon des chrétiens. entrepreneurs, merci. Au salon des entrepreneurs chrétiens. Et justement, j'ai passé la journée avec elle, à présenter son activité. Et j'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Passer une journée avec elle sur cet aspect-là. Et puis, ben, moi, ça m'a permis vraiment de lui montrer que je la soutiens. Mais au-delà de ça, participer à son évolution et à sa stabilité professionnelle. J'ai vraiment aimé ça et elle a vu que j'avais apprécié ça. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie sur des opportunités précises de mettre en place. Par exemple. Oui. Oui, puis je pense que dans le ministère, c'est aussi en commun, en fait, qu'on le porte différemment, mais en commun quand même. Parce que je me sens pleinement investie quand même dans l'appel pastoral, en fait. Et ok, on fait pas, c'est comme dans le couple, en fait. De toute façon, on a chacun des tâches différentes. Dans le service pastoral, c'est la même chose. On a chacun des tâches différentes et puis un parcours, un chemin qui se fait différemment. Mais oui, je pense qu'on est unis dans cette vision et dans cette volonté d'aller plus loin pour le service de Dieu. Donc, on verra comment est-ce qu'il conduit les choses. En tout cas, je crois que l'émission qu'on enregistre aujourd'hui en fait partie. Oui, tout à fait. Et voilà. Et là, je rends vraiment gloire à Dieu pour ça parce que pendant cette période de réorientation professionnelle, j'avais vraiment cette impression qu'on n'avait plus justement de vision commune et que qu'on n'avait rien à faire ensemble en fait, parce que moi je voyais plus de projet commun en fait. Lui, il voulait absolument des emplois stables et tout ça. Moi, je voulais devenir entrepreneur et on n'arrivait plus à se comprendre. On était toujours en conflit et je voyais pas comment est-ce que je pouvais poursuivre une vie avec une ambition professionnelle que mon propre mari ne soutenait pas et ne comprenait pas. Et j'avais l'impression que vraiment on partait dans deux chemins complètement opposés et que la seule chose qu'on pouvait faire, c'était se séparer en fait, parce que il n'y avait pas d'issue pour moi. Donc ouais, aujourd'hui, pouvoir dire qu'on a des projets communs, une vision commune et qu'on marche ensemble pour le service de Dieu, c'est un miracle. C'est une victoire. On la doit au Seigneur. On la doit au Seigneur. Vraiment, on la doit au Seigneur qui nous a tenus, qui nous a empêchés de commettre l'irréparable, qui vraiment a été présent. Et on a eu un entourage présent. Et merci. Merci à tout l'entourage d'avoir été là pour nous soutenir dans la prière, nous visiter, nous envoyer des messages parce que on est là aujourd'hui grâce à l'entourage. Grâce au Seigneur, c'est vrai, mais grâce aussi à l'entourage qu'il a mis en place pour prendre soin de nous. Merci Seigneur. Du coup, pour conclure, que diriez-vous à des couples comme vous dont les professions sont un petit peu décalées, contrastées, quel conseil pourriez-vous leur donner? Apprenez à comprendre l'autre. Apprenez à comprendre qu'est-ce qui le passionne dans ce qu'il fait, qu'est-ce qui l'anime, et du coup à voir ce qu'il y a de bon en fait dans ça. Et c'est étonnant parce qu'on a vraiment des fonctions totalement différentes et pourtant on arrive tout le temps à trouver des points communs. Et quand je lui raconte des choses que je fais, il me dit c'est comme moi au travail, finalement je fais ça, et je me dis ah ouais parce que ça a l'air complètement opposé. Alors je parle pas de la fonction pastorale mais de ce qu'il fait dans son emploi et c'est vrai que c'est surprenant de trouver des points communs et de voir que finalement on n'est pas si différents que ça. Et Moi, je dirais accepter la part d'inconnu, accepter le fait de ne pas maîtriser, de ne pas tout maîtriser, et accepter le lâcher prise. Parce que justement, quand on vit des parcours professionnels qui viennent impacter justement la vie de famille, il y a des choses où en fait on aura beau tout essayer, tout mettre en place,
comme stratégie, comme process, comme mindset. Il y a l'espèce de, je vais dire comme ça, la souveraineté de Dieu, les choses qui font que on aura beau tout essayer, on va pas y arriver. Et c'est là où on doit justement lâcher prise et faire confiance au Seigneur. Parce que lui, en fait, il sait où on va, mais nous, on ne sait pas encore. Et en fait, au lieu justement de se distancier, chercher à se rapprocher et accepter la part d'inconnu. Quand tu dis la part d'inconnu, c'est quoi? La part d'inconnu, c'est par exemple, concrètement, par rapport à son entrepreneur, à son entreprise, pardon, c'est en tant que mari, ne pas savoir où elle va. Ne pas savoir combien je vais gagner le mois prochain. Par exemple, ne pas connaître la forme d'entreprise. Ne pas se faire de projection en termes de chiffre d'affaires, en termes de salaire, en termes de bénéfices. Découvrir les charges qui pèsent sur une entreprise, qui peuvent aussi influer sur le budget familial. Découvrir les engagements, les opportunités qui peuvent arriver du jour au lendemain. Le vendredi pour le samedi, il y a un exemple, demain, j'ai une visio parce que voilà, ça va permettre d'avoir peut-être une cliente et tout. Cette part d'inconnu, cette part de lâcher prise, on ne maîtrise pas. Et après, dans le côté pastorat, c'est l'inverse. C'est le mardi pour le mercredi, il faut remplacer quelqu'un au pied levé parce qu'il y a un malade, parce qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas prêcher, parce qu'il faut aller visiter une église, parce que il y a X ou Y choses à faire, et se dire, ok, si c'est possible, si c'est sur ton cœur, j'accepte justement que demain, voilà, tu seras pas à la maison parce que tu dois aller faire telle chose. C'est ça, cette part d'inconnu-là, en fait, où l'agenda est bouleversé parfois à la dernière minute, parfois sur du long terme. Mais c'est au travers de ça, c'est vraiment le discernement du Saint-Esprit, le renouvellement de l'intelligence qui amène à saisir si on doit accepter la part d'inconnu qui arrive, si on doit différer, si c'est pour quelqu'un d'autre, parce que des fois on a des opportunités et ça me fait penser au temps de prière qu'on a eu en début d'année, où justement, dès le début de l'année, le Seigneur a mis la vision sur l'année 2024, où par rapport à son travail, j'ai reçu qu'elle allait être sollicitée pour des interviews, pour des conférences, pour des déplacements, ou alors des particuliers, des professionnels qui allaient lui écrire pour lui demander mettre en place des suivis. Et que vraiment, en fait, elle allait devoir faire confiance au Seigneur et vraiment demander l'aide et l'assistance du Saint-Esprit sur est-ce que, Seigneur, tu veux que j'aille faire ça? Est-ce que tu veux que je travaille avec cette personne? Parce que bien souvent, dans l'entreprise aussi, c'est des propositions à 3K, 5K, 10K, ça tombe. Tu sais que, comme par hasard, c'est le moment, ouais, grave. Tu sais que ça tombe et au pire, c'est le moment où t'en as besoin. T'en as besoin, en fait, parce que tu vois les finances et tu sais que ces 10 000 là, ils vont tomber, ça va faire du bien. Parce que comme par hasard, la voiture, elle est en panne. Le frigo, c'est un peu plus compliqué. Mais au fond, Seigneur, aide-moi à voir, au lieu de voir les 10 000 euros, est-ce que, Seigneur Dieu, c'est moi que tu envoies pour aller chercher ça, en fait? Ouais, parce que dans la pensée, dans la vision que tu avais reçue, il y avait vraiment cette notion de il y aura des contacts qui seront des pièges, en fait, et des sollicitations qui seront des pièges de l'ennemi, et que même si c'était tentant, il allait falloir réussir à les éviter. Donc ouais, cette part de l'inconnu en tant qu'entrepreneur, elle est constante, en fait, aussi parce qu'on évolue avec nos entreprises et que aujourd'hui, je suis en train de rentrer dans un moment un peu de stabilité, mais je sais déjà, en fait, que comme moi-même j'ai évolué, dans quelques mois, mon entreprise va évoluer et que, voilà, du coup, l'instabilité, elle est totalement en contradiction avec la stabilité d'un emploi stable, de fonctionnaire, etc. Donc ouais, c'est pas facile. Et dans ce qui est
aussi très utile pour fonctionner ensemble, c'est vraiment de voir la complémentarité dans nos différences. C'est que oui, on a des différences, mais que si Dieu nous met ensemble, c'est aussi pour une bonne raison. Et que du coup aussi ce que lui, il a, qui avant m'énervait, en fait, je me rends compte que c'est plutôt ce qui me manque et que du coup, je dois utiliser pour être équilibrée, en fait, et vice-versa. Et je crois que ça a été aussi une des choses qui nous a rétabli après la période de crise. C'est qu'au lieu de voir les trucs qui m'énervent chez l'autre comme le truc horrible que j'essaye de changer ou alors que je pourrais jamais changer mais qui du coup continue à m'énerver, je le vois plutôt comme ok, il a cette force que moi je n'ai pas du tout, alors comment est-ce que je peux l'utiliser dans cette situation? Ou ok, en ce moment ça m'énerve mais c'est pas grave, il est comme ça. Je trouverai, enfin, le Seigneur montrera comment est-ce que c'est utile. Et voilà, avant, voilà, David, c'est quelqu'un de très pragmatique et tout ça. Moi, je suis plutôt quelqu'un de super enthousiaste. Et donc, quand je m'enflammais pour un projet, David me posait des questions très pragmatiques. Et en fait, moi, ça m'énervait. Donc, on partait dans des conflits pas possibles parce que j'avais l'impression qu'il pouvait pas se réjouir pour moi, qu'il me soutenait pas. Aujourd'hui, je me dis, ok, j'ai telle occasion qui a l'air absolument super. Chérie, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on peut voir ensemble d'un point de vue purement terre à terre? Qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce que c'est réalisable ou pas? Et du coup, on utilise nos forces comme ça. Et lui, pareil, quand il est trop dans ce côté où il se pose trop de questions, où il voit, je sais pas, un peu plus de trucs négatifs, ben, du coup, il vient chercher auprès de moi mon enthousiasme. La positive attitude. C'est ça, en fait. C'est ça qui est beau, c'est cette complémentarité. Et juste en complément, justement, c'est se rendre compte que dans ce que je fais au quotidien, que ce soit dans le pastorat ou dans le milieu séculier, il y a des process que j'ai appris et que je maîtrise. Et en fait, par rapport à son travail, par rapport à que ce soit à ce qu'elle fait ou même à elle, il y a des choses que je peux lui amener comme compétences, comme connaissances et qui lui servent, elle, Sarah, mais aussi qui peuvent du coup découler et ruisseler sur toutes les autres personnes. Donc ça, c'est bien, la complémentarité. Super. Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup, David. Merci de nous avoir invités.